C'est un plaisir pour moi d'être là ici. Et je voudrais vous remercier d'assister à ces deux séminaires de moi-même et de Jennifer Doudna. J'espère que vous allez sortir de la salle en comprenant ce qu'est CRISPR-Cas et en comprenant aussi ses applications. J'ai bien aimé l'introduction avec... c'était ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc vous allez comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle en biologie moderne. Mais ce qui est très important à souligner, c'est que cette biologie moderne prend son origine dans une biologie qui est un petit peu considérée comme non moderne, c'est-à-dire la bactériologie, microbiologie. Ça, c'est très important de souligner, puisqu'il y a beaucoup d'organismes vivants qui sont peut-être considérés non-fashionable et en fait qui ont énormément de sources de mécanismes très intéressants au niveau fondamental et pour ces applications. On est loin de comprendre, en fait, on est très loin de comprendre les mécanismes qui existent chez les bactéries. Donc je vais commencer mon séminaire par donner quelques généralités et un petit peu le contexte de ce séminaire en introduisant vraiment l'utilité et le besoin de comprendre les mécanismes de la vie au niveau fondamental. En ce qui concerne beaucoup de scientifiques ici dans la salle, c'est vraiment de comprendre la base, les mécanismes de base qui sont responsables des maladies et de les comprendre au niveau moléculaire et aussi au niveau cellulaire. Alors que ce soit des maladies qui sont causées par des bactéries, et c'est en fait l'intérêt et le focus de mon laboratoire, ou d'autres maladies comme le cancer, la génétique, les maladies génétiques, les maladies du cerveau et les maladies du cœur, qui ont souvent aussi une cause génétique. Et il est important toujours d'entreprendre cette recherche fondamentale pour identifier des mécanismes, des gènes et des molécules pour des thérapies nouvelles, que ce soit pour un but préventif ou un but de soigner des maladies, ou que ce soit pour découvrir de nouvelles médecines ou des nouveaux types de chirurgie. Et CRISPR-Cas9 est vraiment considéré comme un nouveau type de chirurgie, nouveau type de mécanisme qui permet de faire de la chirurgie précise de gènes. Et il y a l'espoir que cette technologie puisse être développée en gene medicine, c'est-à-dire vraiment en utilisant la technologie comme médecine directe. Il est aussi important de souligner que pour comprendre ces mécanismes, tout repose sur des technologies comme la génétique. Et il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits les 30-40 dernières années pour vraiment développer de nouveaux outils génétiques. Et CRISPR-Cas9 est l'un de ces nouveaux outils génétiques. Et sans la génétique, nous serions un petit peu... nous ne serions pas capables de comprendre ces mécanismes. Et ça a été aussi, pendant ma carrière, un souhait de toujours essayer de développer des outils génétiques pour faciliter la génétique des bactéries. Donc ça a été fait toujours en parallèle avec de la recherche fondamentale pour essayer de comprendre les mécanismes chez les bactéries. Et j'ai aussi eu la chance de travailler chez les souris lors de mon deuxième postdoc aux États-Unis, assez pour me rendre compte que la génétique chez les cellules eucaryotes et les modèles animaux n'étaient pas prêtes, et il y avait beaucoup d'améliorations à apporter. J'aime citer Jacques Monod dans ce contexte, qui a écrit un livre publié en 1970 avec le titre « Chance et nécessité ». Donc là, je vais peut-être dire le quote en anglais, c'est plus facile pour moi. Modern molecular genetics offers us no means whatsoever for acting upon the ancestral heritage so as to improve it with new features, to create a genetic superman. On the contrary, it reveals the vanity of any such hope. The macroscopic proportions today and probably forever rule out manipulation of this sort.
Et j'aime beaucoup cette quote de Jacques Monod. Jacques Monod, qui était un fantastique microbiologiste et qui a fait des recherches qui ont beaucoup avancé la compréhension de la régulation de l'expression des gènes, et qui aurait été probablement très heureux de voir que les bactéries et les virus ont apporté beaucoup d'outils génétiques par l'identification d'un nombre large d'enzymes qui ont été utilisés en biologie moléculaire maintenant depuis les années 70. Là, je voudrais montrer quelques éléments clés dans l'histoire de la génétique qui amènent à la thérapie génique, avec la génétique fondamentale et certains aspects de la génétique fondamentale qui ont été établis au XIXe siècle, avec Darwin sur l'origine des espèces, Mendel sur la ségrégation des allèles et Micher en 1871 qui a isolé l'ADN. 80 ans plus tard, en 1944, l'ADN a été montré être la molécule porteuse d'informations génétiques. Et en 1953, la structure de la double hélice d'ADN qui a été déterminée. Et en 1966, le code génétique qui a été révélé. Et bien sûr, un besoin de comprendre la fonction des gènes et vraiment comment ce génétique code fonctionne. Et donc, merci à toutes les enzymes qui ont été identifiées chez les bactéries et chez les virus, donc qui consistent en les enzymes de restriction ou d'autres enzymes qui permettent d'apporter des méthodes pour recombiner l'ADN. Dans les années 70, donc, ces enzymes ont été clés pour apporter des possibilités de cloner des gènes. En 1977, la possibilité de séquencer l'ADN. Et dans les années 80, la possibilité d'amplifier l'ADN. Il y a eu aussi ces méthodes d'interférence avec l'ARN qui ont émergé dans les années 2000 avec des applications possibles pour diminuer l'expression des gènes ou activer l'expression des gènes dans les cellules eucaryotes. Donc cet outil d'interférence avec l'ARN a été utilisé comme outil génétique indirect, en tout cas en affectant l'expression des gènes au niveau de l'ARN. Et il y a des enzymes très intéressantes qui ont été produites de façon artificielle et qui permettent de faire de l'édition de génomes plus précise. Et ces enzymes sont artificielles, mais proviennent aussi de l'étude d'enzymes qui s'appellent méganucléases et qui ont apporté beaucoup de connaissances dans toutes ces nucléases qui peuvent performer de l'édition de gènes plus spécifiques. Donc en ce qui concerne les zinc finger nucléases et talent nucléases, donc zinc finger nucléases, c'est les nucléases de doigts de zinc, et les talent nucléases, elles fonctionnent exactement comme CRISPR-Cas9 fonctionne. Enfin, le mécanisme est différent, mais le résultat est le même, c'est-à-dire que ce sont des enzymes qui reconnaissent de façon spécifique une séquence d'ADN dans le génome et qui vont cliver l'ADN en produisant des cassures double brin. CRISPR-Cas9 fait exactement la même chose, mais utilise un mécanisme différent que ces nucléases qui ont la particularité de contenir le code pour reconnaître la séquence d'ADN dans la protéine. Donc ces enzymes fonctionnent bien, mais il était peut-être un petit peu difficile de démocratiser ce genre d'outils parce que l'outil était cher en étant commercialisé, un petit peu long à produire par rapport à une séquence précise à manipuler, puisque la technologie demande à ce qu'il y ait toujours une production d'une protéine par rapport à la séquence d'ADN à modifier. Donc il y avait vraiment un besoin d'un outil qui serait plus attractif pour cette édition de génome spécifique. Et c'est vraiment ce que CRISPR-Cas9 apporte. Et la simplicité de ces mécanismes est due au fait que le mécanisme consiste en une molécule d'ARN qui contient une séquence qui peut reconnaître la séquence de l'ADN à cliver. Et cet ARN guide l'enzyme Cas9 qui va cliver l'ADN à un endroit précis.
Donc le manipulateur n'a plus qu'à changer une certaine portion de la séquence de l'ARN pour guider cette enzyme à différents endroits dans le génome. Et l'enzyme fonctionne de façon très, très efficace. Et cette technologie est vraiment le début, comme Pascal Cossard l'a mentionné, de la folie CRISPR, qui a été publié maintenant pratiquement il y a 3 ans, avec un sous-titre spécifiant un système bactérien immunitaire apporte une technologie révolutionnaire dans le génome, dans l'édition des génomes. Et donc c'est vraiment cette technologie qui permet une chirurgie précise de gènes dans virtuellement pratiquement toutes cellules et organismes qui peuvent être modifiés éthiquement parlant. Cette technologie CRISPR-Cas9 provient de vraiment la volonté de comprendre ce mécanisme immunitaire qui existe chez les bactéries CRISPR-Cas et qui a été étudié dans mon laboratoire en se spécialisant sur l'étude du Streptococcus pyogenes, qui est aussi appelé le streptocoque de groupe A. Donc vous pouvez voir les bactéries qui sont colorées en rouge et qui infectent des cellules épithéliales qui sont colorées en vert. Et donc les bactéries peuvent avoir un effet pathogénique et causer des maladies chez l'être humain. C'est le cas du streptocoque pyogenes. Et bien sûr, nous avons développé des mécanismes qui nous permettent de nous défendre contre les attaques par les bactéries ou les virus, avec l'immunité innée et adaptive. Les bactéries peuvent être aussi considérées comme hôtes et peuvent également être attaquées. Leurs prédateurs sont des éléments génétiques mobiles de type phage ou plasmide ou transposon. Par exemple, là, je vais souligner un phage qui rentre dans la cellule bactérienne, l'ADN qui va se répliquer, donc c'est le cycle lytique, les productions de particules de virus, de phages, qui vont détruire la cellule et se propager pour détruire d'autres cellules. L'ADN phagique peut aussi s'intégrer dans le génome de la bactérie en tant que prophage et peut résider dans le génome de la bactérie et apporter de nouveaux gènes. Donc c'est le cycle lysogénique. Donc ces phages sont appelés des phages tempérés. Et ça, c'est très important pour la bactérie. Ça apporte des nouveaux gènes, que ce soit des gènes de virulence ou d'autres gènes qui peuvent être importants pour l'adaptation de la bactérie à son environnement. L'élément génétique mobile peut être aussi les plasmides, qui apportent aussi différents gènes, qui codent pour la résistance aux antibiotiques, qui codent pour des facteurs de virulence, ou qui codent pour des facteurs qui sont aussi importants pour l'adaptation de la bactérie dans ces environnements et aider la bactérie à coper avec les différents stress qui sont rencontrés dans l'environnement. Et bien sûr, la bactérie comme tout organisme, a un système de défense contre ses prédateurs. Il y a différents systèmes de défense. Ce qui est important à souligner à ce niveau-là, c'est que tous les systèmes de défense qui ont été décrits jusqu'à présent, avant CRISPR-Cas, sont considérés comme des systèmes de défense innés. Donc, ils n'impliquent pas une étape de reconnaissance du prédateur. Par exemple, les systèmes de modification, restriction, modification chez les bactéries sont des systèmes de défense. Je veux souligner à ce niveau-là que donc essayer de comprendre comment les bactéries se défendent contre l'attaque des virus et des plasmides ont permis d'identifier les enzymes de restriction par la compréhension de ces mécanismes de restriction-modification. Et comme vous le savez, ces enzymes ont été très, très utiles pour la biologie moléculaire. Elles sont toujours, bien sûr, très, très utiles. Et donc CRISPR-Cas est un système qui est considéré comme le premier et seul système immunitaire de type adaptif. Il existe chez les bactéries et chez les archéas. Il a été montré qu'à peu près 50 à 60% des souches bactériennes ont ce système. Donc c'est un système qui est aussi acquis, d'ailleurs par des éléments génétiques mobiles. C'est la façon dont le système aussi peut être transféré d'une souche bactérienne à une autre. Et il est présent dans 90% des archées.
Donc le système est composé d'une série de gènes qui sont organisés en opérons et qui sont transcrits par un promoteur qui est localisé en amont de l'opéron. Et cet opéron code pour les protéines Cas, pour CRISPR-associated. Très proche de cet opéron, il y a ce qu'on appelle le CRISPR array. Donc CRISPR, la définition de CRISPR, c'est C pour clustered, R for regularly, IS for interspaced, P for palindromic and R for repeats. Donc en fait, c'est une série de répétitions qui peuvent former des palindromes, pas dans le cas de CRISPR-Cas9, mais dans le cas de d'autres mécanismes CRISPR-Cas, ce qui est important de souligner à ce moment de mon séminaire, et que le système CRISPR, comme je vais vous l'expliquer, fonctionne globalement de la même façon, mais le système est a évolué considérablement pour donner lieu à des gènes qui sont très différents en séquence et qui codent pour les protéines Cas. Donc le système est très variable dans le mécanisme précis utilisé pour définir ce système immunitaire. Et donc le CRISPR array est composé de courtes répétitions qui sont colorées en noir et qui sont des courtes séquences identiques les unes avec les autres. Et ces petites répétitions qui peuvent former des séquences palindromiques dans certains CRISPR-Cas systèmes sont interspacées par des séquences qu'on appelle spacers, qui sont aussi des short séquences, qui sont uniques dans le génome et qui sont différentes les unes des autres. Et ces séquences qui sont très courtes sont en fait des séquences d'éléments génétiques mobiles. Et donc, il y a une première étape dans le système qui est une étape de reconnaissance du phage. Donc, c'est la mémorisation du phage au cours d'une première infection. Et il y a l'expression de ce CRISPR array en molécules d'ARN, maturation de la molécule d'ARN et interférence avec le phage lors d'une deuxième infection. Donc le système fonctionne comme ceci. Lors d'une première infection avec un phage, l'ADN rentre dans la cellule, est reconnu par des protéines Cas, qui sont codées par l'opéron Cas. Et ces protéines vont reconnaître l'ADN qui rentre dans la cellule, vont le découper et vont insérer une petite portion de cet ADN dans cet array, dans cette série de répétitions et de spacers, au niveau de la région qui est le promoteur de cet array de CRISPR. Et donc ça va fonctionner comme une sorte d'élément de mémorisation, dans le sens où la bactérie a mémorisé le phage en insérant une petite portion de l'ADN du phage dans son propre génome au niveau du locus CRISPR. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et bien sûr, j'ai oublié de dire que cette série de répétitions de spacers est suivie par une séquence qui est appelée leader séquence et qui contient la région promotrice qui permet de transcrire cet array en molécules d'ARN. Et donc il y a la deuxième étape qui est vraiment l'expression de l'ARN, c'est-à-dire que cette série de petites séquences qui correspondent à des séquences phagiques ou plasmidiques qui ont été mémorisées vont être exprimées sous forme d'ARN. Et là, vous voyez ces structures hairpins qui, en fait, se forment puisqu'il y a une séquence palindromique dans la répétition. Et cette longue molécule d'ARN va être reconnue par une endoribonucléase qui est en fait codée aussi par l'opéron Cas, donc c'est une Cas-protéine qui fonctionne comme une endoribonucléase et qui va reconnaître chaque répétition, cliver l'ARN au niveau de chaque répétition pour produire
chaque petit ARN qui est maturé et qui est unique, puisque chaque petit ARN contient une portion de séquence de la répétition et une portion de séquence phagique ou plasmidique. Et la suite est assez simple, donc c'est un système qui est médié par l'ARN. Les petites molécules, chaque petite molécule d'ARN va s'associer avec un complexe de protéines Cas et va guider ce complexe de protéines Cas vers l'ADN du phage au cours d'une deuxième infection. Et bien sûr, cela se fera par complémentarité de base entre la portion de l'ARN qui contient cette mémoire du phage et le cognate, la séquence cognate du phage. Donc il y aura complémentarité de base et une protéine de ce complexe Cas va reconnaître la complémentarité et va cliver l'ADN. Alors, je ne vais pas donner trop de détails dans l'historique, mais j'aimerais bien quand même souligner certains points qui sont importants. Néanmoins, en essayant de faire court, l'histoire est très intéressante. C'est intéressant puisqu'en 1987, un groupe japonais a détecté ces petites répétitions sans savoir quel était le rôle de ces répétitions. Plus tard, dans les années 90, début 2000, certains scientifiques ont démontré que cet arrêt de CRISPR était en fait transcrit en des molécules d'ARN de taille longue et courte. Ça, c'est une observation par une analyse Northern Blot. Ensuite, des bioinformaticians, donc des scientifiques spécialisés en bioinformatique, ont compris que cet arrêt de cette série de répétitions était en fait interspécée par ces séquences qui ont pour origine des éléments génétiques mobiles et qu'il y avait dans la vicinité de cette série de répétitions des gènes qui codent pour des protéines qui avaient beaucoup de similitudes de similarités avec des protéines qui interagissent avec l'ADN ou l'ARN, qui peuvent couper l'ADN ou qui peuvent couper l'ARN. Et donc l'idée est venue que ce serait peut-être l'équivalent d'un mécanisme d'interférence avec l'ARN qui existe chez les prokaryotes en analogie avec les mécanismes d'interférence de l'ARN chez les eucaryotes. Et donc cette idée de mécanisme médié par l'ARN est venue. Et il y a plusieurs études qui ont été importantes. Je voudrais en mentionner une, qui est une étude par le groupe de Philippe Horvath et Sylvain Moineau avec Rodolphe Barangou. Je les cite parce qu'ils sont français et québécois. Et ils ont fait un travail très intéressant, démontrant en effet que le système était un système adaptif chez les bactéries en se focusant sur Streptococcus thermophilus, qui est une bactérie qui est utilisée pour la production du yogourt. Donc ça a été un papier qui a été très important. Et ensuite, beaucoup de mes collègues ont essayé de comprendre les mécanismes et se sont focusés en fait sur différents types. Donc je vous ai expliqué que le système CRISPR-Cas a évolué énormément. Et là, vous pouvez comprendre peut-être l'évolution de ce système. Il y a différentes classifications de ce système. Maintenant, il y a en fait 6 types CRISPR-Cas qui ont été identifiés. Et ça, c'est une classification qui a été publiée relativement récemment, avec le type 1, le type 3 et le type 4 qui forment la classe 1, et type 2 et type 5 qui forment la classe 2. Et vous pouvez voir qu'il y a des similitudes et il y a des différences, et que cette classification est basée sur la nature des gènes qui codent pour ces protéines Cas. Donc c'est pour ça que vous voyez ces différentes boîtes Cas qui correspondent aux gènes Cas. Donc vous pouvez voir par exemple que le système 1, 3 et 4 visiblement a beaucoup de CRISPR associated, de gènes Cas, beaucoup plus que le type 2 et le type 5. Et là je voudrais préciser que le type 2 est vraiment le CRISPR-Cas9 système. Et lorsque mon équipe a commencé à travailler sur ce système, il était clair que par les études de mes collègues qui ont essayé de comprendre comment le type 1 système fonctionne, comment le type 3 système fonctionne, il était clair qu'au niveau de l'interférence, il y avait plusieurs gènes impliqués, alors que pour le système 2, il y avait uniquement un gène qui, au départ, était appelé Cas5, après CSX12, CSN1 et maintenant Cas9. Donc il y a eu différentes nomenclatures.
Vous pouvez voir aussi qu'il y a des gènes qui sont conservés, par exemple Cas1, Cas2, sont des gènes conservés qui sont impliqués dans l'adaptation, c'est-à-dire la mémorisation du phage. Et puis il y a d'autres systèmes qui ont besoin de gènes accessoires. Et pour la maturation de l'ARN, vous pouvez voir aussi que par exemple le type 1 et le type 3 utilisent une enzyme de type Cas6, et c'est vraiment cette enzyme qui est codée par un gène Cas et qui va produire la maturation de l'ARN. Lorsque nous avons commencé à travailler sur le mécanisme Cas9 dans mon laboratoire, très peu de choses étaient connues pour CRISPR, et toutes ces publications décrivant les mécanismes de type 1 et de type 3 sont venues au cours de notre recherche. Notre recherche qui a amené à comprendre en fait qu'il y avait une telle diversité que le dogme qui était que le système est suffisant lui-même. Il y a la série de répétitions avec les spacers, il y a les gènes Cas qui forment un complexe pour interférer avec l'ADN phagique. Le système 2 est complètement différent. Il n'y a pas un ARN CRISPR qui guide un complexe de protéines. Il y a une enzyme qui est guidée par 2 ARN. Et ça, c'était quelque chose d'assez nouveau. Donc, avant de vous expliquer brièvement les étapes, et je ne vais pas montrer d'expérience, je vais simplement vous montrer les différentes étapes du mécanisme CRISPR-Cas9. Je veux quand même vous montrer exactement comment le système fonctionne pour que vous puissiez apprécier les différents éléments qui sont importants pour le système. Donc ici, vous avez l'ADN à cibler, vous avez l'enzyme Cas9 qui utilise 2 domaines pour cliver chaque brin d'ADN. Donc le domaine HNH pour cliver le brin d'ADN qui est complémentaire à l'ARN, et le domaine RUSI qui s'occupe de cliver le brin d'ADN qui n'est non complémentaire à l'ARN. Et ici est représentée une molécule d'ARN. Donc la technologie principalement consiste en vraiment un système à 2 composants avec l'enzyme Cas9 et l'ARN qui est un ARN guide unique. Et cet ARN, en fait, est pas la juxtaposition, c'est très difficile. La liaison, voilà, j'ai trouvé. La liaison de 2 ARN naturels. Un s'appelle tracer RNA, et c'est vraiment la marque de ce système CRISPR-Cas9. Et le l'ARN CRISPR qui contient la séquence mémorisée. Et il y a un élément qui est très important pour que le système fonctionne, et c'est un élément qui est appelé protospacer adjacent motif, donc un motif qui est adjacent à la séquence qui est reconnue par l'ARN et qui consiste en un stretch de nucléotides qui est très court. Dans le cas de l'enzyme de Streptococcus pyogenes, consiste en NGG, donc NGG. Et ce motif doit être présent pour que le système fonctionne, puisque l'enzyme Cas9 reconnaîtra premièrement ce motif, et ensuite essaiera de trouver, avec l'aide de l'ARN, une séquence complémentaire à cliver. Donc ce motif est essentiel, et il a été identifié par des bioinformaticiens, et ensuite étudié au niveau laboratoire par le groupe de Sylvain Moineau, entre autres groupes. Emmanuel, pour information, on a passé les 30 minutes depuis quelques minutes. Ah d'accord, ça c'est mon français. Je suis un peu désolée. Donc je vais aller assez vite. Je suis vraiment désolée, parce que j'essaie de trouver mes mots. Donc je vais aller très brièvement sur le mécanisme CRISPR-Cas9, et qui consiste en avoir identifié une molécule d'ARN, qui est une deuxième molécule d'ARN qui est importante pour le système, et qui, comme vous pouvez le voir, est encodée par une séquence d'ADN qui est localisée près du système 2. Et donc la façon dont le système fonctionne, et ça nous avons identifié traceRNA dans notre laboratoire, nous avons démontré par une approche génétique et biochimique que cet ARN peut former un ARN duplex avec le CRISPR-RNA.
Donc là, vous voyez le duplex qui est formé entre trace-RNA et la répétition qui est dans le CRISPR-RNA. Ce duplex va être stabilisé par la protéine Cas9, va être clivé par la molécule endoribonucléase 3 qui est codée par la bactérie. Il va avoir production d'une forme intermédiaire de CRISPR-RNA qui est toujours duplexé avec trace-RNA et complexé avec Cas9. Et voilà, et ça c'est la production vraiment de l'ARN mature qui contient l'ADN phagique à reconnaître. Donc là, vous pouvez reconnaître le duplex ARN avec la protéine Cas9. Et c'était un mécanisme que nous avons ensuite prouvé dans notre laboratoire être le mécanisme qui est important pour en effet cibler l'ADN comme je vous l'ai expliqué. Et l'idée était de fusionner ces deux molécules d'ARN en une molécule d'ARN. Et ceci a été fait en collaboration avec le groupe de Jennifer Doudna. La coupure qui est déclenchée par le système Cas9 se présente en double brin, 3 paires de bases en amont de la séquence PAM. Lorsque vous introduisez une cassure dans l'ADN, une cassure double brin, les cellules eucaryotes, donc les cellules hôtes, ont la possibilité d'utiliser cette coupure et d'utiliser leur mécanisme naturel de réparation pour localiser la coupure d'ADN et introduire des délétions plus ou moins courtes ou longues au niveau de la cassure. Et si le biologiste apporte un élément d'ADN qui permet de recombiner une certaine séquence précise par une autre séquence d'ADN, on peut déclencher la modification ciblée par homologie. Nous avons montré que le système était très efficace et en effet, la communauté scientifique a très vite utilisé le système pour pouvoir l'adapter dans différents types de cellules et d'organismes. Tout le monde s'accorde à dire que les avantages de cette technologie est que le système est très peu cher, très facile à utiliser, très efficace, très versatile puisque le système ne coupe pas uniquement l'ADN. Le système a été exploité pour aussi étudier la modulation de l'expression des gènes au niveau d'augmenter l'expression au niveau transcriptionnel ou de diminuer l'expression au niveau transcriptionnel. Donc c'est vraiment une technologie aussi qui a été développée pour pouvoir marquer l'ADN et pour pouvoir aussi étudier les marques épigénétiques. Donc c'est vraiment un système très, très puissant. L'avantage aussi qui est intéressant à démontrer ici, c'est le multiplexing, c'est-à-dire que le biologiste peut utiliser différents ARN guides qui ciblent différentes séquences dans le génome avec l'enzyme Cas9 et la possibilité de modifier différentes portions du génome en une fois. Tout le monde s'accorde à dire maintenant que le système est spécifique et il y a eu beaucoup de développement de la part de la communauté scientifique pour comprendre le mécanisme et pour développer certaines subtilités pour augmenter la spécificité du système. Le système a une toxicité qui est très, très, très faible. Et bien sûr, un challenge qui est vraiment de développer, en parallèle avec le développement de la technologie CRISPR-Cas9, tous les outils qui permettent d'apporter la technologie dans les cellules et dans les noyaux. Donc la technologie fonctionne chez les plantes, chez les cellules humaines, chez les animaux, chez les fungi, chez les bactéries, chez les archées. Il fonctionne très bien. Donc, je vous ai déjà expliqué, vous pouvez cliver l'ADN, donc vous pouvez enlever des séquences, remplacer des séquences, vous pouvez agir sur la modulation de l'expression des gènes et marquer l'ADN. Là, je voudrais simplement mentionner que le système que tout le monde utilise dans le monde est le système qui est originaire de Streptococcus pyogenes. Mais il y a beaucoup de bactéries, plus de 350 espèces bactériennes dont on a démontré dans mon laboratoire ces espèces bactériennes ont le système CRISPR-Cas9 avec beaucoup de diversité qui permettent d'élargir la boîte à outils.
Beaucoup d'applications en médecine, dans la biologie synthétique et aussi dans l'agriculture. Et je vais finir par l'application dans la médecine. Je pense que c'est important de souligner que la technologie est utilisée et très appréciée par tous les biologistes qui travaillent dans la biologie fondamentale, puisqu'il est aussi important de comprendre vraiment la fonction des gènes pour pouvoir révéler de nouveaux mécanismes, et la technologie est très utile, surtout pour le travail dans les cellules humaines, aussi pour pouvoir développer des modèles de maladies qui sont plus proches de la situation clinique, donc des modèles un petit peu humanisés. La technologie est très puissante pour tout ce qui est criblage de nouvelles cibles pour des thérapeutiques, en établissant des libraries de cellules humaines qui sont knockouts. C'est aussi très pratique pour valider toutes les cibles thérapeutiques et les médecines qui sont en développement par tous ces modèles qui sont utilisés. Une application qui est intéressante, c'est une application de l'hôpital au laboratoire, avec beaucoup d'efforts qui ont été faits pour le séquençage du génome humain et pour essayer d'établir potentiellement des prédispositions génétiques à certaines maladies, donc la possibilité de revenir au laboratoire et de démontrer en effet que certaines mutations génétiques peuvent être en effet cause de certaines maladies, et un challenge qui est vraiment de développer cette technologie en thérapeutique directe pour traiter pour traiter des maladies génétiques humaines avec une approche ex vivo qui consiste à combiner une thérapie génique avec une thérapie cellulaire, et une approche in vivo, donc ex vivo et in vivo qui consiste en apportant la technologie directement chez le patient, avec bien sûr un espoir de voir cette technologie ex vivo, en tout cas les premiers essais cliniques d'ici quelques années. Je termine en remerciant toutes les différentes institutions qui ont soutenu ma recherche sur CRISPR-Cas9 en Autriche, en Suède et en Allemagne. Donc maintenant, je suis à Berlin. Je voudrais bien sûr remercier tous mes collaborateurs et les gens merveilleux de mon laboratoire, donc étudiants en thèse principalement, aussi étudiants en master et postdoc. Je voudrais particulièrement remercier Elica Delcheva et Christophe Chilinski qui ont vraiment commencé le projet et qui étaient très enthousiastes à essayer de comprendre avec moi le mécanisme et suivre des idées qui n'étaient pas au départ des idées dogmatiques, donc qu'il y aurait des éléments extérieurs au système CRISPR-Cas qui pourraient être importants pour le CRISPR-Cas9 système, et cette idée aussi que cette enzyme fonctionne avec 2 ARN. Je voudrais aussi remercier le groupe de Jörg Vogel avec Cynthia Sharma qui ont été très aidants dans la compréhension de la première étape du mécanisme, avec une technique de séquençage de l'ARN différentiel qui a été importante pour ce mécanisme. Et puis une collaboration, comme vous le savez, avec le groupe de Jennifer Doudna pour l'interférence avec l'ADN, avec Martin Inet qui a maintenant son propre groupe à Zurich avec lequel mon étudiant et moi, nous avons beaucoup conversé par Skype, donc ça a été très agréable. Et puis une collaboration avec le groupe de Eugénie Kounin, Kira Makarova pour l'évolution. Donc ce sont des bioinformaticiens qui sont vraiment spécialisés dans l'évolution et qui nous ont aidés pour toute la bioinformatique que nous avons fait sur CRISPR-Cas pour être sûr que nous la faisions correctement. Et c'est une photo de mon laboratoire il y a quelques mois avant le déménagement à Berlin, et je voudrais vous remercier pour votre attention, et je vous prie de m'excuser pour mon français, mais c'est la 3e fois que je m'exprime en français pour donner un talk en 20 ans, donc c'est très, très difficile. Un grand merci pour l'effort supplémentaire sous la pression du président. Oui, c'est très difficile en fait. Oui. C'est très intéressant parce qu'on doit. Mais c'est très intéressant.
On ne le fait plus en latin depuis quelques années. Donc Alors, en anglais ou en français, vous pouvez poser des questions dans n'importe quel sens. Stuart. Oui, d'accord. J'aurais posé 2 questions. La première question, c'était un peu philosophique, mais peut-être il y a un manque d'occasion ici. J'attendrai un instant. Il y a Oui, une question philosophique. Je pose la question Emmanuel. Ah, ok. Oui. Je cherchais la J'ai voulu poser une petite question philosophique et une autre plus technique. La première question philosophique, c'est sur Jacques Monod, avec qui j'étais postdoc moi-même il y a 50 ans. Vous prenez Jacques Monod à contre-pied, effectivement, parce qu'il a dit qu'il n'y a pas d'espoir de modifier le génome, mais vous présentez un système qui pourrait faire des modifications, en quelque sorte. Donc ça, c'est une question, vous aurez des choses à dire. Et la deuxième question, c'est technique. Je n'ai pas capté comment la bactérie peut inscrire dans la mémoire génomique la séquence d'un phage, parce que normalement, la phage a tué la bactérie. Donc, il y avait une étape qui me manquait là. Oui. Alors, pour répondre à la deuxième question, en effet, vous avez raison. Logiquement, on pourrait penser que l'ADN va tuer, le phage va tuer la bactérie avant que la bactérie ait eu le temps de mémoriser une portion de la séquence du phage. Il y a des présomptions qui pensent au fait que il y a des systèmes qui existent, qui sont des systèmes d'infection abortive. En fait, dans lesquels la bactérie est vraiment infectée par le virus, mais le virus ne va pas être fonctionnel. Et on pense en fait que ce système adaptatif se produit au moment de cette infection abortive. Maintenant, je pense que le système reconnaît l'ADN qui rentre dans la cellule de façon très rapide. Donc il se peut aussi que dans certains cas, ce soit tellement rapide que l'ADN n'ait pas le temps de répliquer, les particules n'aient pas eu le temps de se produire. Il y a peut-être un système moins efficace que le produit final de... Exactement. Donc le produit final est toujours efficace. Ouais. Le produit de la mémorisation l'est moins. Et d'ailleurs, quand vous regardez les publications sur tous les essayer de comprendre les mécanismes de l'adaptation, c'est-à-dire de la mémorisation, pour l'instant, il n'y a qu'une souche bactérienne au niveau naturel qui a été démontrée être active en adaptation, et c'est Streptococcus thermophilus. Toutes les études qui sont faites pour essayer de comprendre les mécanismes d'adaptation sont aussi utilisent par exemple Escherichia coli ou Staphylococcus aureus, mais c'est des systèmes hétérologues dans ce cas-là. C'est-à-dire c'est vraiment cloner un CRISPR-Cas système dans une certaine espèce bactérienne et étudier l'adaptation avec les phages de cette espèce bactérienne précise. Mais il est vrai que l'interférence est très efficace, l'adaptation l'est probablement moins, ce qui explique pourquoi au niveau, en tant qu'espèce bactérienne naturelle, il n'y en a qu'une, Streptococcus thermophilus, qui a été démontrée être active en adaptation. Une question, madame. Et Monod? Oui. Non, pardon, juste Stuart. Ah, d'accord. Oui, go on. Monod, on en reparlera. Oui. Un séminaire sur Monod un jour, mais pour l'instant, on a d'autres personnes qui veulent poser des questions. Oui. Oui, je voulais savoir si la composition en base de l'ADN, c'est-à-dire de très riche en AT à très riche en GC, pouvait influencer l'efficacité, la spécificité. Les études qui ont été publiées jusqu'à présent ne peuvent pas vraiment conclure une spécificité de riche en AT ou riche en GC. Ceci dit, dans mon laboratoire, nous étudions au niveau biochimique différents systèmes orthologues, c'est-à-dire non seulement le système chez Streptococcus pyogenes, mais le système d'autres bactéries, qui fonctionnent avec des séquences de motifs, ce motif PAM à reconnaître des séquences différentes. Donc il y a vraiment une diversité de séquences dans les différents systèmes CRISPR-Cas9 qui existent chez les bactéries.
Et nous avons des résultats qui montrent à penser que dans certains cas, c'est important, mais en l'occurrence, le système reconnaît vraiment n'importe quelle séquence. Quand vous dites laisse à penser que, cela veut dire quoi? En fait, le but de ces expériences, c'est d'essayer d'établir les règles qui permettent de comprendre la spécificité. Donc il y a toujours un intérêt d'avoir ce système beaucoup plus spécifique, donc d'essayer de voir si la composition en base pourrait aussi expliquer une spécificité plus importante ou moins importante. Mais lorsque vous lisez les publications, c'est difficile de donner une conclusion précise, puisque les résultats peuvent aussi être différents dépendant des systèmes utilisés, dépendant de la façon dont vous faites les expériences. Si vous faites les expériences au niveau biochimique in vitro ou si vous faites les expériences in vivo, et souvent en fait aussi ce qui a été démontré, c'est que la spécificité peut être différente d'une cellule à une autre, puisque le système CRISPR-Cas9 est exprimé avec des outils différents et à un niveau différent. Et les ARN guides aussi peuvent, si vous voulez, cibler une portion du génome qui est accessible ou une portion du génome qui est moins accessible. Donc c'est difficile de donner des règles globales. Si je vous pose cette question, c'est que nous, on travaille sur un organisme qui est extrêmement riche en AT. C'est pour ça que je pose cette question-là. Et dans le laboratoire, enfin moi je ne fais plus les expériences, mais on a beaucoup de difficultés à les faire marcher. Donc c'est pourquoi je pense que si c'est très riche en AT, dans les bactéries, enfin moi je ne connais rien aux bactéries, mais de temps en temps il y a des bactéries qui sont relativement plus riches en AT que les autres, enfin les classiques. Et là, vous avez fait des expériences dans ce... Non, parce que nous ne sommes pas intéressés à travailler sur les organismes qui sont riches en AT. C'est quoi votre organisme? Ceci dit, les bactéries à gram positif sont riches en AT. En règle générale, c'est 35% de GC. Mais cet outil n'est pas vraiment utilisé comme outil génétique chez les bactéries. C'est plus utilisé comme outil génétique chez les cellules eucaryotes. Encore. Henri? Mais quelles sont les erreurs de parcours possibles? Je pense au bout du compte aux dégâts collatéraux. Les erreurs du système. Les off-targets. Alors, il y a en effet des erreurs du système possibles. Et cela a été décrit au début d'essayer d'appliquer cette technologie pour l'édition de génome dans les cellules humaines. Maintenant, les études qui ont été faites au début n'étaient peut-être pas forcément des études qui étaient un petit peu bias. Enfin, c'était un petit peu pour pouvoir montrer que TALEN et zinc finger nucleases étaient mieux que CRISPR-Cas9. Mais ça dépend en fait de beaucoup de choses. Si vous exprimez le système à haut niveau, Cas9 va finir par travailler de façon non spécifique. Donc l'enzyme est tellement efficace qu'il est important de considérer de l'exprimer à bas niveau. À bas niveau, elle fonctionne très bien. Et donc ça dépend aussi de la façon dont vous pouvez designer l'ARN. Mais en effet, il y a des erreurs possibles. Toutes les enzymes ne sont pas 100% spécifiques. Mais il y a néanmoins des efforts pour modifier la protéine Cas9, pour essayer de comprendre les règles de spécificité, qui ont amené à des études qui ont démontré que dans certains cas, certains gènes dans certaines cellules pouvaient être manipulés par Cas9 de façon excessivement spécifique, sans modifier une séquence qui n'est pas la séquence ciblée. Derrière, à votre gauche, mais gardez le micro. Bon. Oui, voilà. Bonjour, Georges Pelletier. En revenant à la question de l'immunité des bactéries, est-ce qu'une même bactérie, un même chromosome bactérien peut supporter plusieurs locus CRISPR-Cas9? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et dans un locus, quelle est la variabilité spécifique des ADN, des phages qui sont inclus? Est-ce que c'est monospécifique ou est-ce que c'est diversifié? Oui, ça c'est très intéressant. Donc la souche de bactéries Streptococcus thermophilus, qui a été vraiment utilisée au départ pour montrer que le système était un système immunitaire adaptatif, contient différents loci CRISPR-Cas. Il y a un type 1
1 type 3 et 2 type 2. Les 2 types 2 ont aussi des variations de séquence au niveau du gène Cas9, c'est-à-dire que ce ne sont pas la même séquence pour le gène Cas9. Il y a aussi une diversité de séquences au niveau des répétitions et au niveau du tracer RNA. Donc il y a vraiment une diversité des séquences. Et en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que cette souche bactérienne est vraiment utilisée comme modèle pour essayer de comprendre l'adaptation. Et par exemple, lorsque l'adaptation se produit, il est possible d'avoir une mémorisation des phages qui peuvent s'effectuer au niveau du locus type 1, type 2, type 3. Mais ce qu'on a observé, en fait, c'est qu'il y a aussi des crosstalks, c'est-à-dire que le système, les protéines du type 3 ne seraient pas fonctionnelles pour l'adaptation, pour la mémorisation de phages pour s'insérer dans le type 3. Ce sont les protéines du type 1 qui s'occupent d'insérer les parties phagiques dans le système 3. Donc il y a des crosstalks possibles et beaucoup de diversité en effet, si cela répond à votre question. Michel Caboche. Est-ce qu'on peut utiliser Cas9 pour induire des mutations dans le génome mitochondrial? Dans le génome des mitochondries, oui. Mais oui, et d'ailleurs, ça a été, c'est une méthode aussi qui a été utilisée pour, oui, c'est ça, de laboratoire, oui. Mm-hmm. On va prendre encore une question, puis après on et qui est aussi Jennifer utilisée pour des applications un petit peu plus cliniques. Oui, je voulais juste savoir, est-ce qu'au niveau mécanisme moléculaire, le mécanisme de coupure de l'ADN est connu? C'est peut-être une question naïve, mais est-ce que l'ARN joue un rôle au moment du mécanisme? Et une deuxième question, est-ce que l'utilisation d'ARN modifié pourrait améliorer l'utilisation de ce système CRISPR-Cas9? Je pense à des ARN stabilisés ou des choses comme ça. Oui. Donc il y a beaucoup d'efforts pour essayer de modifier l'ARN de façon à l'avoir plus stable. Et aussi de modifier l'ARN, oui, pour qu'il soit de façon plus stable, complexé à l'enzyme Cas9. Donc là, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, et aussi des publications qui sont sorties pour démontrer que oui, certaines modifications de l'ARN peuvent améliorer l'ARN. Non, il y a aussi, je vais répondre à votre première question après, mais il y a aussi en fait certaines études qui montrent maintenant que l'utilisation des 2 ARN séparés peuvent être dans certains cas amener beaucoup plus de spécificité et d'efficacité du système que d'utiliser l'ARN single. Ouais. Maintenant, Jennifer va probablement expliquer le mécanisme. En effet, donc, la protéine reconnaît d'abord ce motif qui est localisé en aval de la séquence qui est reconnue par l'ARN. Ouais. Et c'est vraiment une protéine, et c'était en fait ce qu'on pensait au départ quand on a compris que cette protéine fonctionnait avec 2 ARN. Dans le laboratoire, on était sûr que c'était une protéine qui fonctionne comme induced fit mechanism, c'est-à-dire que c'est une protéine qui change de conformation de façon considérable à chaque étape. Donc à l'étape de reconnaître les 2 ARN, ensuite à l'étape de reconnaître ce motif sur l'ADN. Et lorsque l'ARN, donc la protéine se reconnaît le PAM, et lorsqu'il y a une complémentarité, donc il y a une sorte de recherche d'homologie, et quand il y a vraiment une homologie avec l'ARN guide, il y a vraiment une force, une sorte de fonction hélicase qui est déclenchée. Il y a ce qu'on appelle R-loop formation, donc la formation d'une ouverture des 2 brins d'ADN et la clivage. Donc à chaque fois, il y a un changement de conformation à chaque étape. Mais il n'y a pas d'activité catalytique de la partie ARN? Il n'y a pas d'activité catalytique de la partie ARN. D'accord, merci. La toute dernière question, Pascal Cossard. Ah non, oui. Je n'ai pas de question maintenant. Non, c'était pour switcher. Je crois que tu avais une question. Bon, je vais la poser maintenant. Okay, I switch to English maybe. So my question has to do with the PAM sequence. If there is no PAM sequence in the area that you want to mutate, It does not work.
Okay, but there is no way to manipulate the Cas9 to somehow have a Cas9 which would use another PAM sequence? Oui, alors il y a beaucoup d'autres enzymes Cas9, d'autres espèces bactériennes qui utilisent d'autres séquences PAM. Et il y a la possibilité de faire du génie génétique et de produire des protéines Cas9 qui reconnaîtraient certaines séquences PAM. Là, ça requiert vraiment aussi une compréhension plus poussée du mécanisme précis des enzymes Cas9 des différentes bactéries, puisque le mécanisme, en gros, fonctionne de la même façon. Il y a quand même des subtilités. Et une chose très intéressante à dire, je suis tellement heureuse d'avoir travaillé sur Streptococcus pyogenes, parce que dans mon laboratoire, comme dans d'autres laboratoires, nous avons testé d'autres enzymes orthologues. Et le Cas9 de Streptococcus pyogenes fonctionne particulièrement très bien et très efficace. Il y a des enzymes Cas9 qui sont pratiquement impossibles à faire fonctionner et d'autres qui fonctionnent beaucoup moins bien. Donc c'était un peu la chance de travailler sur cette bactérie formidable. Ok, merci beaucoup.